En parlant de sectaire, parlons de nains. Eh bien non, pas ce soir. Je joue à OS, mes Bretoniens sont tous basés pour OS, mais je joue aussi à Fantasy et je jouerai à Old World malgré des socles ovales. Bah oui, Valerius, faut se faire plaisir. C'est possible d'un point de vue extérieur. Eh bien, tant pis pour ceux qui sont à l'extérieur alors. Quelle transition. Tu te rends compte, hein, Torcom? Même Ivy, la plus grosse boule d'amour, a déjà eu des dramas extérieurs. Non mais c'est normal. C'est normal les gars, c'est normal. Allez, commençons, chers amis. On a fait 40 minutes de digression, je suis désolé le chat. Bonjour YouTube, ce soir, nous allons pleurer, bien évidemment, encore une fois. Ce soir, nous allons entamer le chapitre 15 de la fin des temps, le 4e chapitre de Tankol, le 19e stream sur ça. Sur cette fin des temps. Et enfin, ce soir, on va parler du mec qui porte le nom du bouquin. C'est enfin un chapitre sur lui. Je rappelle que Tankol, personnage extrêmement connu du point de vue Skaven du Vieux Monde, très connu pour ceux qui lisent les Gotrek et Félix, Tankol n'est qu'à peine présent dans le livre depuis le début. On n'a que quelques petits passages narratifs qui parlent de lui, mais véritablement il est là enfin une fois de bon, une fois pour toutes en termes d'acteur principal d'un chapitre. C'est le chapitre du loser, exactement. Hein. Je rappelle que Tankol est le Skaven aux 1000 défaites. Pardon. Aux 1000 presque victoires, c'est un prophète gris, c'est donc un Skaven cornu, comme vous le voyez, il a 4 cornes, et c'est un Skaven qui est extrêmement Machiavel, champion justement pour la manigance, et s'en être sorti malgré ses 1000 échecs, ses 1000 presque victoires, il a toujours réussi à s'en sortir. Merci Spartan, merci énormément pour tes 100 bits, n'hésitez pas à faire comme lui, parce que putain, la motivation n'est pas là ce soir. Tankol, ça rime avec alcool. C'est donc un nain. Ah non, il en a tué beaucoup des nains. Tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas perdu. C'est littéralement ça. C'est le Maliki des Skaven un peu. Oui, un peu, ouais, un peu. On pourrait dire ça. Le gars fait plus de dégâts aux Skaven à tel point qu'un Slann l'a gardé en vie. Oui, non mais Tankol, il a plein d'histoires. Il a vraiment plein d'histoires. Comme il a plus de cornes, est-ce que c'est pas signe d'encre d'une plus grandeur chez les Skaven? Alors, si, en effet, déjà de base, c'est un cornu. C'est donc un prophète gris. Sauf que je vous rappelle le contexte, hein, pour les prophètes gris à ce moment-là de la fin des temps. On est en hiver 2524, ça fait déjà plus d'1 an et demi que les prophètes gris sont passés de dominants du Conseil des 13 à sous-fifres mineurs des seigneurs de guerre militaires. Ils ont perdu tout leur pouvoir et ils essaient de le récupérer du mieux qu'ils peuvent. Soit ils sont traqués, soit ils sont tués, soit ils sont maltraités, soit tout simplement ils servent de conseillers. Bref, ils ont perdu leur stature et Tankol en est ultra surpris, bien évidemment, de ceci. Et il n'échappe pas d'ailleurs à cela, vu qu'il est lui également aussi prophète gris. Pas si champion que ça compte tenu des 1000 défaites. Ah oui, mais champion dans la défaite. T'as toujours connu ça. Il y a toujours un gars dans une team qui est champion de la défaite. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On en connaît tous un. Genre nous, par exemple, sur la chaîne, c'est Guillaume. Tu vois, Guillaume, c'est le champion de la défaite. La première victoire que Guillaume Abusen a jamais faite de sa vie sur la chaîne, c'était le bastion blanc, hein, dernièrement de la fin des temps. Sinon, c'était l'homme aux 1000 défaites aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? La balle perdue. Alors, véritablement, c'est pas vraiment une balle perdue. Hein. Il avait tellement de mouise, le pauvre, il a jamais eu de chance. Sauf quand il joue avec Ungrim. Bon, là, quand il joue avec Ungrim, je vous rappelle quand même qu'il a perdu Balthazar Gelt, hein, dans l'histoire. Il a trouvé 1000 façons de ne pas gagner. C'est ça, en fait, c'est ça. Donc, Tankol, hop, je vous montre un peu à quoi il ressemble, ce personnage, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce personnage, parce que à chaque fois, on en parle. Donc, ça, c'est le vieux Tankol. Ça, c'est celui... ce n'est que Gelt, oui, c'est ça. En termes de loser sur la chaîne, je me présente aussi. Ouais, ça va, Louis, t'as eu beaucoup moins de chance quand même. Et puis, au JDR, on va pas me dire que t'es un loser. Donc, voilà Tankol, à quoi il ressemble, on va dire, dans le lore générique de Warhammer Battle. Dans le vieux monde, etc. Tankol est assez vieux, hein, pour un Skaven, on n'a pas vraiment son âge, mais on le
connaît par rapport à justement sa malice, sa couardise, son addiction aussi à la malpierre, hein. Il est connu pour vraiment bouffer de la malpierre comme des petits pains. Je me suis refait des rapports de la guerre au garage, il y avait du loser là. Mais ils étaient géniaux les guerres au garage. Même quand ils perdaient, ils étaient géniaux. Et surtout, le plus intéressant, c'est que Tankol, vous voyez, il est là. Voilà, ça c'est sa figurine à Tankol. Voilà. Ça va, franchement, ça va encore, hein. Franchement, je trouve que pour un Skaven, ça va. Il y en a des beaucoup plus moches. Et cette figurine était connue, hein. Tankol est connu parce que il a presque eu autant de défaites que de serviteurs Raogre. Tankol est connu pour avoir Vorax, son fameux serviteur Raogre, qui est à la fois presque mort, presque vivant, qui le protège de toutes ses manigances. Sauf que, dans la fin des temps, au chapitre où nous en sommes, le petit personnage de Tankol que vous voyez là, il ressemble maintenant à ça. Il y a des Skaven beaux. Oui. C'est quoi la longévité d'un Skaven? Bonne question, Adam. Très bonne question. Un petit glow-up. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant Tankol. Mais quel BG, nous dit Vectachan. On voit surtout Vorax. Bah ouais, mais Tankol, il est là. Hein. Tankol, il est là. Ça se chevauche entre Skaven, bien sûr, patient. Il y a des seigneurs de guerre qui montent des Raogres. Hein. Hormone de croissance à la malpierre, ça. Vous préférez Warhammer Battle ou AOS? Ah, Lysenos, ici, ça sera Battle. Après, t'en as dans le chat qui sont d'AOS. Avec la meilleure sauvegarde invulnérable du monde. Je me souviens plus de ces règles, ce que c'est. Tant qu'on le tue pas, ça vit. C'est ça. En gros, Tankol, au moment où on parle, dans le lore où on parle, dans le chapitre 15, Tankol est sous la protection d'un verminarque. On comprend hein, au fil du roman que Tankol se dirige vers Nuln, la cité qui l'a toujours vu échouer, et qu'il est désormais protégé par un verminlord, un verminarque, hein, véritablement un démon majeur du Racornu lui-même, et que ce démon majeur, ce verminlord, eh bien en fait il serait le verminlord, le plus puissant, le roi des verminarques, littéralement le favori du Racornu. Et ce verminlord protège, conseille et susurre des choses aux oreilles de Tankol, le roi des rats. On va dire ça comme ça, ouais. C'est ce fameux verminlord, dont Screech qui s'appelle, qui a offert à Tankol ce nouveau Vorax. Un Vorax qu'il n'a jamais pu avoir. Hein. C'est la première fois que Tankol a un Vorax aussi grand, aussi gros, aussi puissant. Et si vous regardez bien, ce n'est pas vraiment un Vorax comme on le connaît, ce n'est pas vraiment un Raogre. C'est un Raogre surburné, surboosté, et qui est en fait un Stormfield quadruplé, si vous préférez. Je vous rappelle, donc Stormfield, les fameux Raogres mutants surarmés. Parce que vous le voyez bien, hein, oui, vous le voyez bien, regardez bien, comptez le nombre de bras qu'il a. Comptez le nombre de bras qu'il a. Et regardez bien qu'est-ce qu'il a au bout des bras. Oui, c'est bien ce que vous pensez, hein. C'est bien ce que vous pensez. C'est pas des poires à lavement, hein, bande de gros pervers. Ce sont bien des lance-flammes. Le bras Olympia, c'est ça. Il a 4 bras, il n'en a pas 6. 4 lance-feux. Voilà, c'est ça. C'est pas un rat, c'est un tank. Oui, voilà, c'est ça. Les poires à lavement MDR. Bah oui, je suis désolé, ça ressemble. Donc, Tankol, qui est un prophète gris extrêmement malin, extrêmement Machiavel, qui a appris à survivre à tous ses échecs seulement parce qu'il était malin et qu'il avait un Raog pour le protéger, reçoit en bonus dans ce roman un le plus puissant des verminlords pour le conseiller et le protéger, et
Physiquement, il reçoit une monture incroyable que jamais personne n'a vue. Mais genre, cette espèce de Vorax, cette espèce de créature, personne ne l'a jamais vue dans les royaumes d'Escaven. On dirait un rat de la capitale, c'est à peu près ça. C'est un ratatank, c'est ça. Spoiler, le charger, c'est galère. L'un des seuls persos légendaires à option d'ailleurs, les flammes peuvent être montées en massue. Tout à fait, il peut être monté en corps à corps et pas seulement en lance-flamme. Tout à fait. Mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que Tankol à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup Kefas, merci pour les 10 abonnements. Merci beaucoup, merci de ton soutien, merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. En gros, il a tous les cheat codes de la race qui ont tous les cheat codes de la fin des temps. C'est littéralement ça. Je suis sûr qu'il y a des rats plus gros à Paris, c'est ça. C'est pour la motive. Merci énormément Kefas, merci beaucoup à toi. Ça fait énormément plaisir. Et donc, le chapitre prend enfin forme. Ce chapitre-là prend enfin forme sous Nuln. Je me souviens plus, End Times, c'était toujours en V8. Tout à fait, Bobinovich. C'est la fin de la V8, c'est la fin de Battle. Donc, c'est les règles améliorées de la V8, enfin, les dernières règles de la V8. D'où cette créature-là. Cette créature-là n'existe pas dans la V8. Elle n'existe que dans la fin des temps. À Paris, les rats sont plus gros que les chiens. C'est là où normalement le jeu devrait dire 4 lance-feu, 4 fois plus de chances d'exploser. Explo quoi? Depuis quand ça part en vrille les Skaven? Depuis quand? Et donc, comme je vous dis, on sera donc sous Nuln. Ah, Nuln. Une cité dont on a déjà parlé en stream, hein, bien évidemment. Nuln, c'est la cité originaire des impériaux, je le rappelle bien. Hein. Nuln est le bassin qui a vu naître le culte de Sigmar, qui a vu naître les premières cités impériales. Midanheim, Talabheim, Aldorf sont aussi vieilles que Nuln. Mais celle-ci est également et surtout connue, bien sûr, pour son ingénierie, Nuln étant le fournisseur principal d'armes à poudre et de l'ingéniosité humaine dans l'Empire. Cependant, Nuln est connu un petit peu, on va dire, on va pas se mentir quand même, cette cité est connue un petit peu pour sa petite arrogance. Elle a perdu son statut de capitale impériale depuis que les comtes électeurs ne sont plus originaires de chez elle. Donc depuis après Magnus le Pieux, ça fait quelques centaines d'années qu'elle n'est plus capitale. Enfin, capitale impériale, mais elle est toujours capitale de comté. Hein. Je vous rappelle que l'Empire, ce sont des comtes électeurs, donc chaque comte dirige un territoire. Et Nuln protège le Wissenland, vous l'appelez comme vous voulez, un territoire qui est assez vital pour l'Empire. Le Wissenland est un territoire d'ailleurs qui a avalé un territoire qui a disparu entre-temps, le Soland, et ça représente un petit peu tout ce que vous avez là. Nuln se trouvant ici, l'une des cités les plus au nord de toute sa région. Et en fait, Nuln est une... le Soland, c'est ça. Et Nuln, et surtout le Wissenland, est la région, si je ne me trompe, la région la plus au sud de l'Empire. C'est la région la plus sudiste de l'Empire. Attendez, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du monde de Warhammer. Bloup, 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 bloup. Voilà la carte de l'Empire. Clac. Donc voilà la carte de l'Empire, et comme vous le voyez, le Wissenland, c'est ce qu'il y a en noir en bas. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc le Wissenland, eh bien, c'est un territoire qu'on n'a quasiment pas parlé, en fait, dans la fin des temps. Dans la fin des temps, on n'a pas trop parlé de ce territoire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et très rapidement, en fait, on comprend pourquoi, bien sûr. C'est pas Panam qui est célèbre pour ses canons et son artillerie, je me souviens plus. C'est littéralement ça, Night Dust, c'est ce que je disais. Elle est connue pour son ingénierie, sa puissance militaire de poudre et d'armes à poudre. Est-ce que vous jouez au Warhammer Total War? Oui, Lysenios. Oui, tout à fait. Bien sûr. Donc, ce territoire, la Verlande aussi, on n'en a pas parlé, non? Oui. Attends, Scar, on en parlera dans le prochain livre. Mais oui, en effet.
Et de l'autre côté des montagnes, il y a les elfes sylvains, c'est ça, tout à fait, patient. Tout à fait, je vous remets la carte pour finir, pour faire rapidement la géographie. À gauche ici, c'est Athel-Lorraine, tout à fait. Et à droite ici, c'est Akendorf. Et derrière après, c'est le territoire Terzarid, Barakvar et Karazakarak. Voilà. Donc c'est un territoire qu'on ne connaît pas trop. Dans la fin des temps, on n'en a pas eu beaucoup parlé. La seule chose qu'on sait de Nuln, c'est que c'est une cité qui est extrêmement célèbre dernièrement parce qu'elle a survécu à une fin des temps anticipée, entre guillemets. Archaon n'était pas encore là qu'un autre personnage a attaqué cette région du monde. Ben voilà, c'est indécent, on en a parlé. C'est Nuln et le Wissenland qui a réussi à vaincre Taburkan, un seigneur légendaire de Nurgle, qui est une larve, hein, c'est un Goa'uld littéralement, qui avait pris possession d'un tyran ogre et qui avait créé une espèce de meute incroyable d'une horde incroyable de Nurgle et qui a été vaincu par les forces de Nuln et surtout bien évidemment par la championne attitrée de Nuln, bien sûr. Hop, attendez, j'arrive, n'oublions pas les effets. La championne attitrée de Nuln, bien évidemment, la célèbre et incroyable Elspeth van Draken, bien sûr, ni plus ni moins que la matriarche pas la matriarche, mais la meilleure sorcière du collège d'Améthyste, donc du collège de la mort de l'Empire. Cependant, là où on en est dans le roman, Nagash est là. Nagash est revenu. Il est en train de faire sa guerre au sud, là. Ce qui fait que ce personnage, qui est en termes de niveau de puissance très largement, qui peut très largement être la remplaçante de Gelt, hein, on oublie. Terminé. Ouf. La magie. Littéralement. Ce personnage n'apparaît pas dans le chapitre de Nuln. Il a tout aspiré déjà, pas tout encore, mais on n'en parle pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les limbes du scénarium, voilà, c'est ça. Ce qui fait que Nuln, il n'en parle pas du tout. Non. J'ai relu, hein, mais on n'en parle pas d'Elspeth van Draken. Hein. Non, je sais pas où elle est. Non, mais de toute façon, c'est un personnage lambda, c'est un personnage Ford World qui se lève à plus de lignes qui en parle. Oui, non, mais c'est sûr. Pourquoi s'en mêler avec des persos légendaires quand on peut prendre des inconnus? Ben oui, Night Dust, évidemment. Elle était en vacances, c'est ça. Ouais. Non, vraiment, elle est même pas citée. Hein. Je crois qu'elle est mentionnée dans l'absorption de la mort. Je suis même pas sûr. Je sais plus. Je crois que c'est dans la version étendue. Elle se baladait du côté de Kislev et pouf, disparue elle aussi. Ouais, c'est à peu près ça, patient. C'est à peu près ça. Ce qui fait que à Nuln, en ce moment, la ville est elle est détaillée comme étant surpuissante, et c'est vrai, la ville est très lourdement protégée, elle a énormément de pièces d'artillerie, elle est ultra fortifiée, c'est une des cités les plus fortifiées de l'Empire, hein, véritablement. Ça, on va pas se mentir, c'est une cité qui est extrêmement puissante, Nuln. Elle a survécu à l'épreuve du temps, dans le monde de Warhammer, c'est déjà une victoire. Mais c'est pas n'importe qui attaque. C'est pas n'importe qui. On est dans le chapitre des Skaven. On est dans le livre Tankol, et on sait que c'est Tankol lui-même qui va être sujet de ce chapitre. Troisième ville impériale la plus forte après Aldorf et Middenheim. Littéralement. Après, elle fait écho avec Talabheim quand même, parce que Talabheim, en termes de défense, elle rigole pas non plus. Est-ce que vous sentez venir le truc, déjà? Tankol et Nuln, une longue histoire. Oui, en plus, il connaît déjà le terrain. Tu donnes ton nom au bouquin, c'est un peu facile. Ben oui, voilà, c'est ça le truc. Rappelez-vous Nagash, rappelez-vous Glotkin. C'est pas une comtesse qui la gère, la ville? Tout à fait. La ville est gérée par la comtesse Emmanuelle, qui est ici. La comtesse Emmanuelle, une femme extrêmement influente. On dit qu'elle influence Karl Franz, etc., etc.
Oublie-la, elle sert à rien. Elle sert à rien. De toute façon, on sait que déjà la comtesse Emmanuelle, de base, ne protège pas la ville. Elle adore Nuln, mais pour ses intrigues politiques. Elle n'est pas du tout une combattante. Très célèbre pour ses soirées débridées, tout à fait. Est-ce qu'elle apparaît dans le chapitre? Elle a une ligne. Une ligne qui mentionne son nom. Les civils n'ont rien à faire ici, voilà, c'est ça. Emmanuel, comme les films, oh, personne n'aura la ref, on dit t'es trop vieux. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste pour Nuln? On sait qu'on a la faction qui a... C'est 6 mois. On sait qu'on est dans le livre avec la faction qui a vraiment le plus de up depuis le début. Je trouve même plus que les guerriers du chaos. Les Skaven sont plus upés pour moi que les guerriers du chaos. Et que derrière, on a absolument personne de légendaire dans cette cité entière. Et vous savez qu'est-ce que c'est que le chapitre de Nuln? C'est pour ça que j'essaie de gagner du temps depuis le début, on est bien d'accord? Vous savez qu'est-ce que c'est le chapitre de Nuln? C'est une vingtaine de pages. Dans les 20 pages, non, c'est même pas une vingtaine de pages, qu'est-ce que je raconte? Je vais être honnête, je vais vous les compter vite fait. Que ça, je l'ai pas fait. D'habitude, j'aime bien le faire. On l'avait en VHS. Arrêtez, bande de pervers. Dégueulasse. On démarre à la 26e page. Non, à la 126e page, excusez-moi. Oui, si, c'est ça. C'est ça, il y a 20 pages. On finit à la 147e. Donc, il y a 20 pages. Sur les 20 pages du chapitre 4, la moitié, c'est pour donner l'ambiance de la ville, de ce qui se passe avant la seule et unique bataille. Pour Nuln. La semaine dernière, on a vu Karak Kadrin. Une bataille, cité perdue. Donc, qu'est-ce qui se passe à Nuln? Qu'est-ce qui se passe? Intéressant. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, David, de te retaper cette purge de livres pour ceux qui n'ont pas connu, respect. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, Denis, ma motivation est au proche de 0 ce soir. Donc voilà, merci de votre soutien. Hein. Merci bien. Ce one-shot, c'est ça que tu veux nous dire? En gros, Tankol arrive en ville. Il arrive en ville tout simplement parce que le Vermin Lord lui explique: réussis à Nuln, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu réussisses à Nuln. Et comme ça, merci Elba, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue parmi nous. Et comme ça, on retourne vite à Scarogne pour aller s'occuper des lézards. Si tu réussis à Nuln, tu deviendras l'un des champions des Skaven. Tankol, quand il arrive, il est tout en bas de la chaîne sociale des Skaven. Il est presque aussi mal vu que les esclaves. Il sert de messager et il comprend que, comme tout l'Empire souterrain, ce sont les technomages qui dirigent maintenant. C'est le clan Scryer, vu que ce sont les autres qui peuvent faire de la magie, qui ont la technologie, la science de la Malpierre. Avant, c'était eux et les prophètes gris. Tankol, quand il arrive, il comprend que pour assaillir la ville de Nuln, il y a 4 clans Skaven sous la ville depuis 1 an. Quatre clans Skaven sous la ville depuis 1 an. Je vous rappelle que Karak Kadrin, on l'a vu la semaine dernière, la cité des tueurs, ça faisait 1 an qu'elle était en siège. C'est pareil, quoi, c'est à peu près ça. Ça en fait des rats, hein, ça en fait des rats. Et lorsqu'il arrive, lorsque Tankol arrive, il comprend que les Skaven n'ont encore jamais été détectés par les impériaux, parce que c'est ce qu'on lui rapporte. Et il comprend que les Skaven butent à attaquer l'Empire, et donc vraiment, là je vous parle de tout l'Empire, parce qu'il n'y a aucun seigneur légendaire qui s'occupe des forces envoyées de l'Empire souterrain dans l'Empire.
Quick Coupe-Tête est à Karakowi Peak. Skrolk est en Lustri. Trott le Galeux et Ikit sont à Karakadrin. Et Tretch la queue qui frétille est à Karonkar. Donc il n'y a pas de seigneur légendaire pour s'occuper des centaines de milliers de Skaven qui sont sous l'Empire et qui attendent le signal. Les égoutiers de Nuln, ils sont en grève. Attends, on va en parler. Est-ce qu'ils ont des milliers de pondeuses? Ben, c'est pas précisé, Scar. Mais vu qu'elles sont du côté de Karakowi Peak, qu'elles soient n'importe où, c'est fini. Hein, on l'a déjà dit. Et on parle pas de Snitch. Oui, pardon. On parle pas de Snitch, hein, bien évidemment. On parle pas du clan Eshin. Ils auraient dû s'entretuer depuis le temps. Eh bien, justement, Night Dust, c'est ce qui, tout d'un coup, rattrape le scénario au niveau de ce roman, au niveau de ce chapitre. Lorsque Tankol il arrive, il comprend que les Skaven n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à obtenir leurs objectifs que je vais vous expliquer dans quelques minutes, parce que les clans se bagarrent entre eux. Ce qu'a toujours fait n'importe quel Skaven en fait. Et Tankol comprend qu'il y a carte à jouer. Il y a quelque chose à jouer. C'est l'un des seuls moments où les Skaven sont des Skaven avant qu'il arrive. Sauf que je vous rappelle qu'il n'arrive pas n'importe comment, Tankol. Il arrive en portant le nom du livre. Il arrive avec Scratch, le plus puissant de tous les Vermin Lords. Ce qui fait que quand Tankol arrive, il convoque tous les chefs des clans Skaven rivaux qui n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Et il va sortir son nouveau Raog, donc le nouveau Vorax que je vous ai montré, l'énorme créature. Et aussi, en plus, le Vermin Lord va apparaître, littéralement devant. Et il va dire, maintenant c'est moi le chef, faites le plan que je vous ai dit, et on va gagner tout de suite. C'est littéralement ça qui se passe. Ça, c'est le point de vue des Skaven. Ça fait 5 pages. 5 pages juste pour dire ça. Les 5 autres pages, ce sont les impériaux. Ce sont les gars de Nuln. Non, pardon, c'est pas la bonne. Nuln est décrit comme une cité extrêmement puissante, mais qui a fermé ses portes. Ce qui fait que Nuln sait qu'au nord, il y a le bastion doré qui s'est effondré et que le chaos ravage les lieux. Il sait que les nains sont en difficulté. Il sait que l'Empire est attaqué de partout. Et ils ne font rien. Encore pire, lorsque des égoutiers, des miliciens ou des soldats des tours noires, c'est les fameuses tours représentant les forces en présence dans Nuln, leur rapportent que des créatures bipèdes vivent dans les égouts et menacent la populace, les dirigeants de Nuln ne les croient pas. Alors que tout le monde sait que le chaos est réveillé. Que Karl Franz a appelé même les comtes électeurs à la guerre, je le rappelle. Hein. Mais Tankol, il n'a pas l'amulette et son bâton. Si, il a ça, Adam, il a ça. Même la commune elle l'ignore, ce qui est très drôle. Les Skaven, ça n'existe pas. Voilà. Ce qui fait que pendant les 5 autres pages de début de roman, de début de chapitre, tu vas avoir le point de vue d'un chef égoutier, d'un chef des tours noirs, etc., qui font des excursions dans les égouts, que tu sens bien que les Skaven tuent des patrouilles, mais effacent leurs traces, tuent les gens qui survivent, etc., et que tu as le petit capitaine qui fait « Ouais, non mais attendez, vous savez ce qui se passe, on va tous crever, il y a un problème, il y a des créatures qui nous attaquent sous terre, croyez-moi. » Un certain duo n'a donc servi à rien. Gotrek et Félix, bien évidemment, ne sont pas là. Hein. Oubliez ça, c'est les romans de Gotrek et Félix. C'est le premier roman de Gotrek et Félix, d'ailleurs, où ils sont à Nuln. Hein. Oubliez ça. Je rappelle que Boris Stormreader a fait la même à Marcus Wulfhart dans Glotkin. Exactement. C'est pas la première fois qu'on chie à la gueule des impériaux. Littéralement, on est tout à fait d'accord. On rappelle bien que Marcus Wulfhart a annoncé que des centaines de milliers de Nordiques arrivaient par les côtes et que Boris Stormreader a fait non, mais je m'en fous, moi je veux tuer Khazrak. Sauf que là, ils ont même pas l'excuse de vouloir abattre un ennemi.
La cité de Nuln est enfermée, elle est imprenable, elle restera imprenable et son armée fera le reste. Quelle qu'elle soit, personne ne pourra faire tomber Nuln. C'est un peu ce que te sort le point de vue impérial. Parce que bien sûr, plusieurs centaines de personnes qui disparaissent, c'est pas louche du tout. Ben, comme il te l'explique, Hagin, dans le roman, les capitaines et les généraux impériaux et la noblesse expliquent que ouais, mais c'est des miliciens qu'on a recrutés, donc c'est facile de dire ouais, on va dans les égouts, mais en fait, on va à la taverne et on revient pas et on déserte. Je vous mens pas, je vous ai résumé la moitié du chapitre. Je vous mens pas. La fin du chapitre, c'est extrêmement simple. Enfin, la fin de la moitié du chapitre, donc seulement des 10 pages de présentation, c'est Tankol qui dit « J'ai un plan, faites ce que je dis, on va gagner ». Et genre, ça s'arrête en mode cliffhanger. Il faut qu'on fasse, et il y a 3 petits points, et le chapitre s'arrête là. Et après, on passe à la phase, entre guillemets, allez, faut qu'on rush. En vrai, ça se tient, Nuln est puissante, mais la menace vient d'en dessous, pas devant les murs. Alors oui, Deathmomak, je suis d'accord. Mais 4 clans Skaven qui n'ont pas de généraux, qui arrivent à être cachés pendant 1 an, non. Ça par contre, non. Je suis pas d'accord en termes de lore Skaven. Sachant qu'ils n'ont aucun prophète gris suffisamment puissant pour les rallier et aucun seigneur majeur. Là, techniquement, c'est impossible que les Skaven arrivent à être correctement coordonnés, sauf si le scénario dit « Non, non, mais c'est la fin des temps, ils y arrivent ». Merci Gaël Bouteille, merci beaucoup pour l'abonnement sur YouTube, merci beaucoup. Et les Skaven, ils suivent le loser magnifique sans problème. Ben, il a un Vermin Lord avec lui, hein, Andy, et il a son nouveau Vorax, donc ça suffit pour les Skaven. Dans les romans de Gotrek et Félix, c'est clairement dit que les gouvernants sont au courant. Oui, mais littéralement. Il y a même des nobles qui font du commerce avec des Skaven cachés hein, dans Gotrek et Félix, je le rappelle. Les Skaven ont des mâles bruts aussi, donc ils ont des Space Marines. Oui, j'ai pas précisé, mais en effet, Tankol, il arrive, il a des Stormfield. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ce qui fait que Tankol, il a un plan. Le plan est très simple. Pour lui, venir à Nuln, c'est vital pour l'Empire souterrain. Parce que Nuln est la cité à voler et piller. Il est là en fait pour la voler et la piller. Il est même pas là pour la détruire, en faire un hôtel au chaos ou quoi que ce soit. Non. Skretch, donc le Vermin Lord, lui explique que à Nuln, il y a 2 choses qu'il faut que Tankol ramène à l'Empire souterrain, qu'il ramène à Scarogne. Tankol a pour projet de voler toutes les réserves de poudre noire de la ville. Et la deuxième chose qu'il vient chercher, c'est un moteur à vapeur d'un tank. Tous les Skaven sont des Stormfield. What? Non, pas à ce point-là. Non. Il vient juste tous pour une quête annexe de JDR. C'est presque ça. Franchement, vraiment, hein, c'est décrit comme ça. C'est une cité majeure impériale et en fait, il en a rien à faire. Il est juste là pour la voler. Voler toute la poudre et voler le moteur. Par contre, il veut faire payer à Nuln le fait qu'il a tout le temps échoué. C'est Tankol, c'est un Skaven, c'est Wislar. Donc, il va faire payer à la ville, bien sûr. Sauf qu'il n'a pas le temps. Je vous rappelle que c'est une course à la montre, hein, le livre Tankol. C'est une course au résultat. Il faut gagner sa guerre pour revenir à Scarogne et dire j'ai gagné la guerre. Regardez, je suis le nouveau seigneur. Je suis le nouveau 12e du Conseil des 13. C'est une course à la lune. Oui, en plus, vraiment, c'est une course à la lune. Ça fait longtemps qu'ils veulent la technologie des tanks. Oui, ça fait longtemps, mais là, apparemment, ils en ont vraiment besoin pour un projet à Scarogne, plus toutes les réserves de poudre noire. Ce qui fait que Tankol, il va demander l'aide du clan Eshin, et il va miner la ville. Je mets le plan de livre. Donc là, vous avez la ville de Nuln un peu plus détaillée. C'est le plan qu'il y a dans le livre. Et vous voyez les petits trucs jaunes là, qui sont ici là. Tac. Ce sont des endroits intégralement minés. C'est-à-dire que Tankol,
il va arriver avec, on ne sait comment, une technologie de bombe, mais des bombes qui n'explosent pas, des bombes qui créent des trous. La magie! Alors attention, hein, ce que je viens de dire, j'ai choisi mes mots. Ça n'explose pas, ça crée des trous, des colonnes de vide. Ce sont des bombes constituées de malpierre. D'accord? C'est donc des bombes Skaven extrêmement défectueuses. Ça vient de briser plusieurs lois de la physique, là. Oui. Personne n'entend? Ah non, mais attendez. C'est pas ça le pire, en effet. Le gars a créé l'implosion, bombe d'antimatière. Ouais, voilà. Il les pose seulement, les bombes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes basées sur un minuteur. Hein? On est bien d'accord. Également en ville, regardez bien, des bombes à dépression, on pourrait dire ça, ouais. Vous ne serez pas la bullshitomancie, c'est ça. Regardez bien la ville également, vous voyez toutes ces traces rouges. Ce sont des accès qui sont aux mains des Skaven. Ce sont des collecteurs d'égouts qui sont aux mains des Skaven. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont être prêts, ils vont pouvoir sortir par tous ces trous. Le plan de Tankol, faire péter les bombes, c'est la zone industrielle, là où il y a toute la poudre. Et pendant qu'ils volent la zone industrielle, faire sortir en ville les guerriers des clans pour occuper les impériaux. Voler le moteur, et ils auront gagné. Cependant! Comme les vers géants, ouais c'est ça. Cependant, je vous ai parlé qu'il y avait des patrouilles, il y avait une espèce d'histoire sur des personnages où on n'en a rien à faire. Vraiment, on n'en a rien à faire, on sait déjà d'avance ce qui va se passer, mais je vous les présente quand même. On a Dieter, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, on s'en fout complètement. On a un des chefs des égoutiers qui va trouver des Skaven. Il va trouver même des patrouilles, non pas de miliciens, mais des patrouilles militaires impériales de Nuln. Il va les retrouver entièrement égorgés, lacérés, décapités, découpés à coups de lame dans les égouts. Il va ramener des preuves qu'il y a un assaut qui va se préparer sous terre et tout le monde s'en fout. Et encore plus, il va donc essayer de trouver des alliés qui ne sont pas des généraux. Il va aller voir le plus éminent chercheur-ingénieur du collège d'ingénierie. Et il va tomber sur ce mec-là, cet ingénieur, avec plusieurs autres ingénieurs, en train d'étudier une des bombes. Parce qu'ils en ont trouvé une. Ils l'ont sous les yeux. Ils voient que c'est une technologie qui n'est pas humaine, qui pue et qui brille de malpierre. Et ils sont en train de se dire on a trouvé ça sous terre. Ça a l'air dangereux. Et vous savez quoi? Les impériaux activent cette bombe. Ils l'activent, le truc. Il faut être intelligent. Et en activant cette bombe, ils se sont écartés. La bombe a creusé son tunnel en vertical, a fait son office, elle a donc fonctionné correctement. Et les impériaux, à ce moment-là, se disent « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelque chose trame sous terre! Il faut prévenir les autorités! » Déjà, une bombe Skaven qui fonctionne correctement, c'est très suspect. Et au moment où il décide de prévenir tout le monde, c'est l'attaque Skaven. C'est à ce moment-là que les cloches résonnent. Et c'est foutu. En quelques secondes,
les explosifs sont déclenchés. Tous les explosifs présents sous la zone industrielle de Nuln explosent et le quartier intégral de la zone industrielle de Nuln n'explose pas, ne part pas en flammes, n'est pas complètement détruit, ne devient pas un énorme champignon radioactif dû à l'immense présence de poudre et de nitroglycérine à cet endroit. Non. Ça fait partie du plan de Tankol, ça fait partie du grand Vermin Lord. Le quartier intégral tombe. Il s'affaisse de plusieurs dizaines de mètres, tombant littéralement dans la masse de Skaven qui vont piller la zone industrielle qui vient de tomber. Ok. La magie! Là, j'ai le droit de cliquer sur mon bouton. Hein. Et qui, bien sûr, n'écrase pas du tout les Skaven. Mais non, parce que tout est prévu. C'est le plan. C'est le plan. Simple comme bonjour, ce plan. Mais on est d'accord. Je sais pourquoi tu souffres. Ah non, mais attendez, j'ai pas fini. Non, vraiment, j'ai pas fini, les gars. Arrêtez. Arrêtez, j'ai pas fini. Parce que là, c'était que les bombes. Parce que je l'ai dit, en même temps qu'ils déclenchent les bombes, il faut bien qu'ils occupent les impériaux pour pouvoir piller ce quartier. Parce que le quartier est juste tombé. Hein. Il est juste... Allez, on se serre, dépêchons-nous parce qu'ils vont arriver les renforts. Et donc, ils envoient leurs forces, Tankol envoie ses forces avec les 4 clans Skaven qui attaquent la ville de l'intérieur. Et la bataille va être organisée dans le roman sous 13 coups de cloche. La bataille, c'est 13 coups de cloche. Salut Artaros. Voilà un petit peu les listes d'armées qui sont présentes dans le roman. La liste d'armées que vous voyez, Tankol, Skretch, le conclave. Alors le conclave Lectrix, c'est juste 13 technomages. Des clans guerriers, les fameuses Malbrutes, hein, les mecs avec les lance-flammes Space Marine, parce que why not. Ils ont fait à Nuln le même coup qu'à Kavzar. Non, Kavzar, je le rappelle, c'est ultra long, hein, Kavzar. C'est très très long, hein, la transformation en Scarogne. La tronche de Skretch, ouais, il est sale. Vous avez bien évidemment des assassins et vous avez les rats de Nuln. Voilà, je vous remontre juste ça hein, dans la liste d'armées. Donc, 4 régiments de Raog, 3 régiments de rats géants, 53 nuées, une légion d'esclaves, des coureurs d'égout, des esclaves encore, un chef de guerre, des guerriers des clans, tout un clan de guerre, c'est-à-dire que tu as un creuset, des encenseurs, des esclaves, des moines de la peste, des guerriers, un seigneur de guerre, encore un autre clan, un seigneur de guerre, 6 griffes des légions donc, hein, de guerriers des clans, une légion de Raog, de rats géants, une légion d'esclaves, encore un 3e clan, un seigneur de guerre, 7 griffes de guerriers des clans, une griffe de vermine de choc, 3 griffes de globadiers, 5 équipes de mortiers, 2 griffes de Raogre, des Jezai, des légions d'esclaves, des canons malfous, des roues infernales, 27 équipes d'armes, 3 Stormfield, 3 griffes de guerriers des clans spécifiques, 1 maître corrupteur de Malfos, 13 technomages, et surtout, une cloche hurlante. Skretch, donc le Vermin Lord qui combat lui-même physiquement sur Terre, est en col contre les défenseurs de Nuln. Un grand maître, un régiment de joueurs d'épée, un régiment de chevaliers demi-griffons,
un sorcier de bataille de la bête sur un griffon, un régiment d'arquebusiers, 4 d'alpardiers, 2 d'arquebusiers, 2 lanciers, un canon feu d'enfer, 8 grands canons, 3 mortiers, un canon feu d'enfer, 3 lance-roquettes, un régiment de chevaliers, 4 bandes de flagellants, un prêtre guerrier des franches compagnies, un capitaine, 3 régiments de halbardiers, 3 régiments d'arquebusiers, un de lanciers, un d'épéistes, un de lanciers, un de franche compagnie et un tank à vapeur. Et c'est décrit comme la cité, l'une des cités les plus défendues de l'Empire. Et la bouffe, tout ça. Ah oui, non, mais... Grosse garnison, dites-moi. 50 000 contre 5 000 en gros. Les 3 Stormfields se font tout ça easy. Ah mais littéralement. Hein. C'est que dalle. Non, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. La seule chose, c'est que Erskstein, donc le lion de Nuln, qui est le champion en gros d'Emmanuel, le champion de la ville, il a un plan lorsqu'il comprend que la cité se fait totalement ravager, parce qu'il est quand même pas si débile que ça. Lorsqu'il comprend que la ville est attaquée absolument de partout et que les Skaven attaquent de partout, comme vous le voyez, les collecteurs d'égouts en rouge sur la carte sont contrôlés par les Skaven et donc ils attaquent absolument de partout et donc toute la cité est déjà tombée, eh bien, les forces impériales se rassemblent le long de cette route-là, qui est l'ancienne fortification de la vieille ville. Et donc, c'est un mur pourri, hein. C'est décrit vraiment comme un mur qui a des trous dedans, etc. C'est un mur abandonné, mais qui représente l'origine de la ville, patati patacoufin. Et surtout, il protège à la fois le quartier du Temple, le quartier Kothman et l'Altestraat, qui est littéralement en gros le quartier du palais. Et tout ça, c'est la seule et unique et dernière ligne de défense des impériaux, parce qu'ils se disent, la ville est foutue. Restons en défense et laissons les hommes rats faire ce qu'ils veulent en ville, mais s'ils approchent, on les défonce. Je ne vous mens pas, c'est le plan du combat. J'aime bien donner son artillerie. Ah mais moi j'aime bien aussi, Lissonos, hein, j'aime bien le coup, sauf quand ils sont débiles, tu vois. Et donc la bataille, comme je vous l'ai dit, va durer 13 coups de cloche. Encore une fois, je ne vais pas vous détailler toute la bataille. Vous voulez la lire, lisez-la. Je ne suis pas là pour vous présenter l'intégralité du livre. Je suis là pour vous en faire un résumé. Les impériaux vont réussir à gagner la bataille et à survivre à cette bataille où ils sont à 5 000 contre 50 000, tout simplement parce que Tankol n'apparaît pas. Tankol supervise le vol de la poudre et le vol et la recherche d'un moteur de tank à vapeur avant de se lancer dans la bataille. Parce que je vous rappelle que c'est ça son but dans la bataille. C'est ça ce qu'il est venu faire ici. C'est tout voler, tout piller. Tuer tous les habitants de Nuln ne font pas techniquement partie de son plan. Il n'en manque pas 2 des tanks à vapeur, ils ne sont pas censés en avoir 3 à Nuln. Je te rappelle qu'il y en a eu 4 à la bataille de Haldorf en même temps. Hein. Respect les impériaux du coup. Ah mais oui, en même temps, c'est la puissance de feu de Nuln. C'est quand même pas rien. Mais c'est surtout aussi que tu comprends pourquoi les Skaven ne gagnent pas au début. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ravager les pauvres impériaux. Techniquement, au premier assaut, les impériaux sont morts. Hein. C'est décrit vraiment comme ça dans le roman. Le roman, il te dit, le seigneur de guerre qui dirige l'assaut sait qu'en un seul assaut, il gagnera la bataille. Sauf que c'est des Skaven. Et c'est la seule fois dans tout le roman où, pendant la bataille, tu comprends que le seigneur de guerre qui dirige toute la faction sous Nuln, tous les Skaven sous Nuln, qui est donc Tankol, veut se débarrasser des seigneurs de guerre qui vont lui poser problème plus tard. Et donc, il les envoie les uns après les autres, clan après clan, mourir sous les tirs des impériaux, sous les coups des épées des impériaux, parce que tout simplement, il ne veut être que le seul à ramener les trésors à Scarroin. Et ça, c'est tout à fait logique. Ça, c'est tout à fait Skaven. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vraiment, Tankol, il va laisser le prophète gris avec sa cloche hurlante qui est allié avec lui, avec les autres seigneurs de guerre, attaquer les impériaux et perdre leur temps dessus. Tu veux dire que les Skaven se comportent comme des Skaven ? Oui, pendant 3 pages sur 5.
Et une fois qu'il a tout fait, une fois qu'on t'explique une fois qu'on t'explique que l'intégralité de la poudre noire de Nuln est volée avant même la fin de la bataille, alors qu'ils viennent de faire s'effondrer un quartier entier, ils retrouvent tout. Ils envoient tout par les tunnels souterrains avec des millions d'esclaves en direction de Scarogne avant même que la bataille ne soit finie. Je sais plus comment ils trouvent le moteur. Est-ce qu'ils détruisent celui de la bataille ou je sais plus, je m'en fous. Franchement, je m'en tamponne. Lisez le truc, j'ai plus envie de relire. Et lorsque Tankol arrive dans la bataille en disant « Bon, j'ai réussi mon plan, maintenant je vais un peu me venger quand même parce qu'ils m'ont souvent fait perdre », au moment où il rentre dans la bataille, les chevaliers de l'Ordre du Soleil qui étaient présents lors de la bataille, qui sont littéralement les héros de la bataille durant tout le combat, sont one-shot par Vorax et Tankol. Littéralement. Le Seigneur de l'Ambre sur un dragon bicéphale se fait one-shot en un seul coup de vouge par Scratch, le Vermine Lord qui accompagne Tankol. Et la cloche hurlante sonne pour la 13e fois et fait tomber tous les hommes au sol de folie et fait gagner les Skaven. Comme ça. La bataille dure 10 pages à peine, où à chaque, en gros, tous les 4 paragraphes, tu as le fameux gros... Dong. Les impériaux tiennent le coup pendant les 5 premiers. Dong. Oh là là, les impériaux commencent à fléchir au 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Dong. Et là, ils tirent dessus au canon, ça l'a fait péter, donc ça l'a fait sonner une fois de plus. Dong. Et là, arrivée de Tankol, boum, scénarium. Toute la bataille est one-shot en quelques paragraphes. Vraiment. Les seuls qui survivent à l'assaut éclair de Nuln et à la chute de cette cité impériale, c'est le capitaine des égoutiers, que je sais plus son nom et je m'en tamponne, Dieter je sais pas quoi, qui arrive à faire... Alors vraiment, je vous remonte la carte, encore une fois, parce que vous allez me dire, vu que je suis de mauvaise foi, vous allez me dire comment il fait. Depuis la grande rue ici même, où je vous rappelle que tout ce qui est en rouge est contaminé par les Skaven et où il y a des millions de Skaven qui sortent, le petit capitaine arrive à sortir par la porte sud de la ville avec quelques survivants. Et la seconde personne qui est mentionnée à la fin de ce chapitre, c'est la 3, la porte sud. Oui, pardon, c'est celle-là, excusez-moi, oui, pardon, c'est celle-là. Excusez-moi. Et que l'autre qui arrive à partir, c'est la comtesse Emmanuelle qui est mentionnée. Elle est mentionnée, la comtesse Emmanuelle, au moment où elle s'enfuit de la ville en direction d'Averheim à l'est. Il tire au canon sur une cloche hurlante et elle a rien. Il t'explique que sur les 3 canons qui tirent sur la cloche hurlante, il y en a un qui la loupe, un qui la touche et qui enlève des morceaux de bois, et un autre qui fait sonner la cloche et qui booste les Skaven. Merci Borgio, merci beaucoup pour les follow. Ce qui est un fait de jeu qui est avéré dans le jeu. Et elle va où, la comtesse? À Averheim, dans l'autre cité majeure impériale, pas très loin. Il a fait le mort. Oui, voilà, c'est ça. Si tu fais le mort, t'es bouffé par les Skaven. Mais bon, bref. Et la cité de Nuln, la cité intégrale, est détruite, ravagée, détruite, pillée, dévorée en une nuit. La magie! Non, là, je suis obligé de le mettre, je suis désolé, là. Pour résumer, les Skaven ont obtenu la technologie de 40K des missiles à vortex et les nobles de la ville ont eu l'intelligence du niveau. Il n'est pas 13h ou 11h, il est nul d'horloger, ouais, c'est ça. Il a pris la duplex, les gouttiers, voilà, c'est ça. Quand je vois la comtesse fuir, je me dis que les rats quittent le navire. C'est à peu près ça. C'est comme Talabheim, mais ils ont même pas besoin des jarres magiques.
Il n'y a rien qui cloche. Oh, j'ai la vanne. Et ils en ont plus rien à battre. Non, vraiment, je vous l'ai dit au début de ce stream, on entre dans les rouleaux compresseurs du scénario de la fin des temps. Connaissant le livre, je sais que ça s'arrangera pas. Là, je regrette la happy end de la tempête du chaos. Oh oui, Adam, oh oui. Allez, hop, ça c'est fait. Pourquoi s'emmerder à écrire des bouquins et qu'on n'a qu'à dire que le chaos a gagné? Ben non, il fallait bien payer, il fallait bien donner des sous. En termes de what the fuck, on a mis au prochain chapitre. Oh, le prochain chapitre, vous êtes pas prêts. Mais voilà, ça vous donne l'idée de qu'est-ce que c'est que Nuln du point de vue de la tempête du chaos de Archaon, de la fin des temps de Games Workshop. Nuln qui est quand même la base de l'histoire de l'Empire. La base de l'histoire de l'Empire. Je rappelle que Nuln, c'est la cité qui a tout relancé pour l'Empire. Ça va être, dans Old World, une cité majeure, très puissante. C'est de là que part Magnus le Pieux quand même. Voilà comment il traite Nuln dans la fin des temps. 20 pages, divisé par 2 pour avoir simplement le point de vue des impériaux. Je croyais que ça avait commencé avec les elfes, le rouleau compresseur. Je sais, Sean, mais on sait plus où on en est là. Et vous savez comment se termine ce chapitre? Parce que j'ai pas tout fini. Toujours mieux qui se lève, c'est vrai. Oui, mais 4 clans quand même, pas 30 mecs et 3 verres. Ouais. Mais une nuit, quoi, on dit. Une nuit, quand même. Le chapitre se termine par le Vermin Lord qui corrompt la ville avec un sortilège incroyable. Ou c'est Tankol qui corrompt la ville, pardon. Et c'est Tankol qui corrompt la ville avec un espèce de sortilège incroyable. Et le Vermin Lord plante sa vouge dans le sol et lui dit: maintenant passons aux choses lézards. Et Tankol, Vorax et le Vermin Lord, et j'ose pas dire, parce que je ne pense pas que ce soit ça, mais seulement eux et pas son armée, sont téléportés à Scarogne en 1/100 de seconde. La magie! Voilà le chapitre 4. Moi sérieux, j'en peux plus. Moi sérieux, je... C'est le sort évasion. Ouais, mais à l'échelle d'un pays. Scratch, il maîtrise le Bifrost. C'est littéralement ça. C'est... Déplacement instantané de Goku, c'est ça. Je suis mort 12 fois et j'ai fait l'effort de revenir. Je suis pas sûr d'avoir fait une affaire. Non, vraiment Là, vraiment Oh, ce chapitre, quoi. Mais ce chapitre, quoi. Le livre a augmenté la vente d'antidépresseurs de 500%, c'est ça. À Rest, il reste 3 chapitres pour péter un câble. Après, durant Archaon, c'est surtout de la résignation. Oui, non, mais vraiment, c'est ça. C'est ce qui me fait peur, en fait, un peu pour les streams du vendredi soir. C'est Nuln. On l'a déjà fait, mon jus. Mais depuis quand il maîtrise les téléportes? Parce que c'est la fin des temps, Quentin. C'est la fin des temps, la magie est omniprésente, mais seulement pour les méchants. On rappelle quand même qu'au début de ce livre-là, au début de ce livre-là, 50 prophètes gris qui psalmodient ensemble arrivent à one-shot, à rendre incapacitant pendant des mois tous les prêtres Majslan de Slustri. 50 rats au début de ce livre. Alors un sort de téléporte. On fait confiance à ceux qui ont commis la fin des temps pour nous faire un super jeu Old World. Oui, bien sûr qu'on fait confiance. Pour être sérieux, mais c'est juste du n'importe quoi. On a une histoire avec des bribes de logique et une grosse dose de n'importe quoi total. Non mais vraiment Là... Et franchement, j'ai essayé de vous mettre de l'emphase et de vous essayer de vous habiller le chapitre. J'ai essayé de vous habiller le chapitre. Mais
Là, vraiment, quand Cole arrive, il prend le commandement. Les Impériaux savent pas ce qui les attend. Il fait péter des bombes pour voler toute la poudre. Il attaque la défense. Il vient avec un Vermin Lord. Il bat la défense. Il tue la ville. Il vole le moteur. Il repart. 10 points. On aurait fait 15 secondes pour faire le live. Je vous aurais résumé le chapitre comme je viens de le faire. Sauf qu'on a quand même tenu 1 heure.